Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Label TV. Merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Je suis ce soir avec Monsieur Khafor Touré. C'est un expert du secteur public, un homme politique, mais également le directeur général de la compagnie de l'immobilier du Sahel. Mais je vais bien entendu lui laisser le soin de se présenter à vous. Mais merci, madame. C'est un plaisir d'être votre invité aujourd'hui et de commenter l'actualité du Sénégal et peut-être africaine. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Label TV. Je pense que la présentation est déjà assez exhaustive, absolument. Notamment sur votre parcours. Comme je disais tout de suite, vous êtes expert du secteur public. Vous êtes une grande figure politique ici au Sénégal. Également le DG de la CGIS, la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Alors, on peut revenir sur votre parcours? Vous me définissez comme une grande figure politique du Sénégal, peut-être de la jeune génération. Bon, nous aspirons, c'est une ambition. Oui, effectivement, je suis un acteur politique sénégalais, un jeune acteur politique sénégalais. Bon, mais j'ai un militantisme quand même qui est très ancien, qui date de mes années de lycée et d'années d'université. J'ai fait mes premiers pas dans le parti politique, dans le Parti démocratique sénégalais, qui est un parti d'obédience libérale fondé par Maître Abdoulaye Wade vers les années 98-99. Et donc nous l'avons accompagné dans la conquête, la gestion du pouvoir. J'ai eu une quinzaine d'années de militantisme dans le PDS, dans les mouvements d'étudiants d'abord, les mouvements de jeunesse et le mouvement des cadres, où j'ai fini par être en fait le porte-parole national de la Fédération des cadres libéraux et membre du comité directeur du parti. Évidemment, après la perte du pouvoir et dans le cheminement dans l'histoire du PDS, nous avons eu un moment avec des divergences à l'interne. Vous rappelez-vous, dans les années 2014, nous avions porté avec un groupe d'autres hommes politiques, notamment l'actuel ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Sow, le directeur général de la Sonacos, le président de LDR-ISL, Mamadou Diagne Fada, et l'ancien ministre Mamadou Lamine Keïta, a porté le débat sur la réforme du PDS. Et c'est ce débat sur la réforme, sur les changements qu'il fallait apporter, qui a conduit à notre départ du PDS en fin 2014. Vous avez ensuite rallié le... Effectivement, ensuite, après plusieurs appels du président Sall, effectivement, j'ai décidé d'accompagner le président de la République, le président de l'APR, et de militer dans l'APR. Il faut rappeler pour l'histoire que l'APR aussi est une dissidence du PDS. Le président Macky Sall, avec qui je partage une histoire au PDS déjà, lorsque nous étions dans le mouvement de jeunesse, qui était un peu un de nos encadreurs, un de nos mentors aussi. Nous avons une histoire, nous avons partagé un certain nombre de valeurs, nous partageons même, continuons à partager un certain nombre de valeurs. Et donc, dans cette reconfiguration et recomposition de la vie politique sénégalaise et de la vie politique de la famille libérale, parce que l'histoire politique là aujourd'hui de ce pays est structurée par en fait cette longue guerre de succession pour l'héritage de Maître Abdoulaye Wade entre différents héritiers. Et je pense qu'aujourd'hui, après la perte du pouvoir, c'est cette guerre d'ailleurs de succession qui a amené la perte du pouvoir, et c'est ça qui continue. Et je pense, comme je le dis tout le temps, nous, les petits-enfants, vous retrouvez tous dans avec celui avec qui il a plus d'affinité. C'est comme ça que... Ça a été votre cas avec monsieur le président Macky Sall? Vraiment, c'est un grand frère qui a de l'affection pour nous, qui a du respect, de l'estime, et c'est des sentiments qui sont réciproques. C'est quelqu'un qui nous prend d'abord comme un jeune frère et qui nous a beaucoup aidés, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs avec le ministre Aliou Sow
pour être nommé à l'époque jeune directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes au temps du président Wade. Donc nous, de l'analyse du jeu politique, de la scène politique, le président Macky Sall est celui qui m'était le plus proche et celui que je pense qui est capable d'opérer les changements et les mutations dont notre pays a besoin. C'est un homme un homme de son temps, un homme de synthèse, un homme très pragmatique, un homme d'écoute, un homme qui croit que le leadership, c'est un leadership d'équipe, c'est un leadership collectif. C'est quelqu'un qui se définit plus comme un capitaine. Je pense que c'est pour cela qu'il a réussi aujourd'hui, le président Macky Sall, à bâtir une coalition qui est la coalition la plus longue dans l'histoire politique du Sénégal. C'est une coalition de gouvernement qui est là depuis pratiquement un peu plus de 9 ans maintenant et qui n'a pas encore connu de fissure majeure. Ça, c'est véritablement la personnalité du président Sall d'abord qui justifie la longévité de cette coalition. Donc voilà pour la présentation. On va y revenir sur l'aspect politique. Mais d'abord, quels ont été les grands défis que vous avez eu à relever sous vos directions, notamment l'ANPEJ et aujourd'hui le CGIS, avant même de revenir sur votre mission? Les grands défis, bon, j'ai eu la chance dans ma carrière administrative, en fait, j'ai eu plusieurs responsabilités. Je pense que j'ai commencé au niveau de l'État à exercer des responsabilités dans un secteur extrêmement important et stratégique pour le pays, dans le secteur de l'emploi des jeunes. À l'époque, c'était une question émergente dans l'espace public. Et j'ai contribué à la mise en œuvre, à la construction d'abord, et à la conception et à la mise en œuvre de la politique publique de l'emploi des jeunes dans notre pays. Ça n'existait pas avant? Ah non, avant 2000, vous savez, il y a eu une mutation et un changement de paradigme à partir de 2000, des années 2000, en Afrique de façon générale. Parce qu'avant, on était plus dans la prise en charge des questions socio-éducatives. La dimension promotion socio-économique des jeunes, c'est venu après. Ça, vraiment, en Afrique, au sud du Sahara, le président Wade a été le premier à introduire dans les politiques publiques et à ériger comme priorité de politique publique et en créant des instruments de gouvernance aussi, au-delà des programmes, la dimension promotion socio-économique des jeunes. Donc aujourd'hui, on oublie cela, mais ça c'est l'histoire. Et je pense qu'en Afrique au sud du Sahara, le Sénégal a été le premier pays à créer une agence nationale pour l'emploi des jeunes, à créer un fonds national d'insertion des jeunes et un fonds national de promotion des jeunes. C'est après, vers les années 2007-2008, que toute la sous-région africaine et beaucoup de pays sont venus s'inspirer de l'exemple sénégalais avec le concours du Bureau international du travail qui a pris le modèle sénégalais et qui a conseillé à beaucoup d'États de répliquer le modèle sénégalais et de mener des politiques publiques d'insertion et de promotion socio-économique des jeunes. C'est comme ça que l'ANAPEJ est né. L'ANAPEJ est né en Mauritanie. C'est comme ça que le fonds d'insertion des jeunes en Guinée est né. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire, le Mali, avec l'APEJ ou le Burkina Faso ont créé des instruments. Et concrètement, comment vous avez travaillé justement sur l'emploi des jeunes? Non, mais c'était un défi. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans comme directeur général de l'emploi des jeunes. C'était un défi extrêmement important parce qu'il fallait concevoir d'abord des politiques publiques. Il fallait faire un travail de fond, d'abord sur l'étude des créneaux porteurs. Ensuite, il fallait élaborer des stratégies. Nous avons mis en place le plan national d'action pour l'emploi des jeunes. Ça, c'est une fierté parce que nous avons laissé en place un plan sur décennal qui identifiait tous les besoins et de la cible et qui formulait un certain nombre de projets et de programmes comme réponse aux besoins de la cible. En ce qui concerne les jeunes diplômés, en ce qui concerne les jeunes non diplômés,
les jeunes issus du système d'apprentissage traditionnel. Vous savez, notre pays est caractérisé par le système d'apprentissage traditionnel, mais aussi de certification de ces jeunes-là, mais aussi le système d'apprentissage formel, le système de la formation professionnelle. Donc, il fallait aussi, sur cette base-là, travailler à convaincre l'État à consacrer un certain nombre de ressources à la formation professionnelle. Ce que je retiens de mon passage à la tête de l'ANEJ, c'est tous ces projets et programmes de politique active d'emploi, de formation, insertion. Quand j'arrivais à l'ANEJ, le projet le plus important en termes budgétaires, c'était 30 millions. Projet de création de centres d'initiative pour l'emploi au niveau local. Aujourd'hui, on parle de projets de 40 milliards, de 50 milliards sur des projets de politique active d'emploi. Je pense que ça, c'est notre plus grande fierté. Nous avons conçu les premiers projets à hauteur de milliards. À l'époque, on disait que c'était beaucoup d'argent, notamment le programme Jeunes dans les fermes agricoles, le programme des centres d'incubation ou des réseaux de boulangerie. J'ai vu le ministre de la Jeunesse et le directeur général de l'ANPEJ inaugurer 2 boulangeries cette semaine. Donc ça, c'est nos fiertés, et parce que c'était les grands défis, parce que nous avons quand même tracé la voie pour qu'aujourd'hui, qu'on soit à ce niveau. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes directeur de CGIS, la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont vos priorités? Et quelle est votre mission? Aujourd'hui, je suis dans un autre secteur aussi excitant. Bon, c'est totalement différent. Moi, j'ai la chance par rapport à ma formation. Aujourd'hui, bon, je pense que j'avais peut-être anticipé, c'est aussi par rapport à ma formation, parce que je suis diplômé de l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE de Tours, mais en termes de management public, par ma formation à l'IAE, en management public et en sciences politiques. Tout cela combiné me préparait à travailler dans la sphère publique dans des secteurs différents. Après, c'est plutôt du management. Bon, l'emploi des jeunes, c'est vrai que le secteur de l'emploi, les politiques publiques d'emploi, c'était une spécialité depuis Sciences Po. Mais pour moi, c'était très excitant de quitter le secteur de l'emploi. Après, j'ai travaillé dans le secteur de l'agriculture, j'ai travaillé dans le secteur du développement des PME, le financement des PME à travers le FONGIP. J'ai été directeur des opérations. Mais le secteur de l'immobilier, je pense que c'est le financement, c'est le secteur du financement, mon expérience comme directeur des opérations qui m'a permis de basculer dans le secteur de l'immobilier. L'immobilier qui fait appel à différentes compétences. Aujourd'hui, le secteur de l'habitat, qui est un secteur stratégique, est un secteur extrêmement important. Tout est à construire. Mais je suis à la tête de CGIS. CGIS, c'est la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, qui est une société de promotion et de développement immobilier et qui est une société détenue à 100% par la Caisse de dépôt et de consignation. Vous savez, la Caisse de dépôt et de consignation, ou les caisses de dépôt et de consignation, puisque la plus grande, la plus ancienne, c'est la Caisse française, la Caisse de dépôt française, qui est le principal acteur économique en France, qui a inspiré la Caisse canadienne ou la Caisse marocaine, qui sont aujourd'hui les 3 plus grandes caisses. Et le Sénégal, depuis 10 ans, a créé 10-15 ans une caisse de dépôt et avait accumulé un patrimoine foncier quand même assez important et avait beaucoup d'investissements dans l'immobilier qui n'était pas souvent très bien suivi. Et c'est dans ce sens que la Caisse a initié la création de cette filiale-là, qui est le bras d'investissement immobilier, qui est le bras d'investissement immobilier de la Caisse de dépôt et de consignation. Donc CGIS, c'est le bras d'investissement immobilier de la Caisse de dépôt et de consignation, qui a pour mission de valoriser le patrimoine de la Caisse, qui a pour mission de développer ses propres projets, ses projets propres, et qui a pour mission véritablement d'amener sur le marché une offre de services innovante et d'essayer de véritablement réduire un peu les coûts d'accès au logement dans notre pays. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons fini la phase de mise en place de l'organisation. Elle existe depuis combien d'années? Elle existe depuis 3 ans maintenant, bientôt 3 ans.
Nous avons clôturé le second exercice et nous démarrons le troisième exercice. Et donc, les 2 premières années, après un benchmark national et international, il s'agissait de mettre en place les outils de pilotage et de gouvernance de l'entreprise et ensuite de développer les activités. Et donc, tous les outils de pilotage et de gouvernance sont en place. Nous avons un plan stratégique quinquennal, de développement quinquennal sur les 5 années qui décline, qui est la feuille de route, qui décline tout ce qui sera fait sur ces 5 ans à venir pour développer la société. Et ça ne se limite pas qu'au Sénégal, mais tout le Sahel. C'est un choix aussi. Oui, c'est un champ, mais effectivement, l'ambition de la société, elle n'est pas simplement le Sénégal. L'ambition, c'est vraiment dans les 5 ans, c'est d'être un acteur de référence au Sénégal et dans la sous-région. C'est ça l'ambition ultime. Mais dans le plan stratégique de développement, pour les 3-4 premières années, nous nous concentrons sur l'écosystème sénégalais. Parce qu'il y a déjà assez à faire ici. Mais dans l'objet social de la société, effectivement, à l'horizon d'ici, dans un horizon temporel de 5 ans, il ne sera possible pour la société d'investir. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'être à Lomé, à Abidjan, Libreville ou à Bamako. C'est quelque chose qui est prévu, qui est planifié, mais peut-être dans un espace, dans un horizon temporel de 3 à 4 ans. Donc, CGIS aujourd'hui arrive sur le marché avec beaucoup d'ambition. Je l'ai dit tantôt, c'est pour être un acteur de référence. Nous avons beaucoup d'ambition, pleine d'ambition. Et avec l'appui de notre actionnaire, qui est la Caisse de dépôt et de consignation, nous sommes en train de développer un certain nombre de projets. Notamment lesquels? Notamment au point E. Nous avons 2 projets que nous démarrons en 2021, 2 projets d'immeubles de résidence, oui, de construction, qui est destiné à un segment. Mais notre plus grande fierté, c'est que notre premier programme de commercialisation de terrains viabilisés à Bambilor, qui a été une réussite sans communication, sans pub, nous a permis, avec un mécanisme innovant de financement, de facilitation de l'accès au logement. Nous avons vendu à peu près 600 parcelles viabilisées. Au Sénégalais moyen au Sénégalais moyen, à des prix de 6 500 000. Donc vraiment en facilitant accessible, en mettant des facilités de paiement sur 2 ans. Et je pense que c'est ce que nous avons retenu comme leçon apprise. Il faut continuer dans cette dynamique-là pour permettre aux couches sociales de pouvoir bénéficier de l'accès l'accès à la propriété. Et aujourd'hui, nous allons démarrer dans les prochains jours une vaste opération commerciale inédite de 30 hectares sur la zone de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, sur une assiette qui a été confiée par l'État du Sénégal à la Caisse de dépôt, et la Caisse de dépôt nous a confié à titre exclusif la commercialisation de cette assiette foncière, et qui est destinée quand même à... Il s'agira aussi de construire des immeubles aussi? Oui, mais nous, dans un premier temps, nous allons commercialiser, nous allons garder peut-être une assiette pour le développement, mais nous allons commercialiser au profit des Sénégalais la plus grande partie de l'assiette, à peu près sur 20-25 hectares. Peut-être nous allons garder 5 hectares pour un développement futur, parce qu'il s'agit, à travers cette opération-là, de tirer des ressources pour les réinvestir dans l'aménagement du territoire national, dans l'aménagement de pôles urbains, notamment du pôle urbain de Daga-Kholpa, de Diamniadio ou de Denis Biram Ndao, pour financer le logement, le programme des 100 000 logements, le programme du logement social. Parce que c'est ça un peu l'idée sur ces zones nobles, un peu entre guillemets, de les vendre, parce que c'est une zone quand même qui est extrêmement demandée, de les mettre à la disposition des Sénégalais qui ont les moyens d'acheter, et de prendre les produits issus de cette commercialisation et de les réinjecter dans l'aménagement, dans l'acquisition et l'aménagement d'espaces
pour le logement social. D'accord. Vous avez des aides à côté parce qu'on entend tout le temps parler d'injection de milliards par-ci, milliards par-là. Comment vous évaluez tout ça, vous, et quelle lecture aussi vous avez derrière de... Vous savez, nous, la chance que nous avons, nous sommes une société privée, et nous n'avons pas de budget de l'État, nous n'avons pas de dotation de fonctionnement même de notre actionnaire. Nous sommes une société totalement privée. Nous finançons nos activités par le marché. Notre entreprise vit par ses gains. Ce que nous tirons, les recettes que nous tirons des produits que nous mettons sur le marché. Et face au Covid, vous arrivez quand même à... Oui, donc comme on était une société nouvelle et en phase de développement, le Covid ne nous a pas trop impacté. Je dis tout le temps à mes collaborateurs que le Covid a été une chance de maturer. Ça nous a trouvé en phase de maturation de projet. Donc la phase de reprise pour nous a coïncidé avec la phase de maturation de nos projets. Et donc pour nous, le Covid ne nous a pas beaucoup impacté. Donc il y a effectivement l'immobilier, c'est un secteur où il y a beaucoup de flux d'argent. Il y a énormément de flux d'argent. C'est un marché donc qui se porte bien. C'est un marché, oui, qui se porte bien, au Sénégal. Mais il faut faire en sorte que toutes les parties y trouvent leur compte. Il ne faut pas simplement que le promoteur immobilier ou les aménageurs ou les constructeurs ou les banquiers, les assurances gagnent et tout cela sur le dos des bénéficiaires. Donc il faut que les clients aussi et les bénéficiaires aient des produits de qualité et à moins de coût et une qualité par rapport à ce qu'ils payent. Mais c'est un secteur qui se porte très bien parce que simplement l'offre est très en deçà de la demande. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, on estime la demande à 15-20 000 avec une offre de 5 000, donc le gap est important. Une demande de 20 000 mensuels avec une offre de moins de 5 000, 4 000. Vous savez, donc il y a de la marge et il y a de la place. Donc, mais la difficulté, vous disiez ça tout à l'heure, vous aviez une question par rapport au moins, la difficulté aujourd'hui, c'est la question du financement du logement. C'est la question du financement. Mais écoute, le logement, normalement, l'État ne peut pas financer le logement, parce que c'est le marché. C'est le marché. Mais l'État peut mettre des mécanismes facilitateurs. C'est vrai qu'avec le programme des 100 000 logements, l'État a mis en place un dispositif d'incitation en mettant le fonds de l'habitat social, qui est un fonds de garantie pour essayer de solvabiliser la demande. Parce qu'il est extrêmement important. Parce que si vous voulez créer de l'emploi en masse, il faut travailler à solvabiliser la demande. Parce que vous avez toute une catégorie de la population qui n'est pas éligible dans le financement bancaire. Donc l'État est en train de mettre en place le mécanisme à travers le fonds de l'habitat social pour garantir les prêts ou l'acquisition de logements pour une grande partie de la population qui est exclue aujourd'hui du système de financement bancaire classique. Mais aussi, l'État est en train de subventionner la viabilisation de certains nombres d'assiettes foncières à travers la société d'aménagement foncière et de rénovation urbaine, qui est la SAFRU, que le président a créée et qui doit s'occuper d'aménagement foncier à mettre à la disposition des promoteurs. C'est ce que l'État peut faire. Après le reste, bon, ça, quand même, ça réduit les coûts pour le promoteur et ça permet de sortir un produit final avec un coût quand même accessible pour nos compatriotes. C'est comme ça qu'on pourra avoir des produits à 12 millions. Mais je pense que le modèle est bon. Maintenant, il faut trouver les moyens pour que le système financier sénégalais marche vite et accompagne les promoteurs en accordant des financements requis et nécessaires. Parfait. L'emploi des jeunes fait polémique, débat. Pas qu'au Sénégal, partout en Afrique. Votre point de vue en tant que, je dirais toujours, vous êtes expert du secteur. Oui. Mais quelle lecture, encore une fois, faites-vous, et notamment de l'actualité, de ce qui s'est passé récemment au Sénégal? Avec la sortie, je rappelle, du président, le conseil. Vous savez, moi, sur la question de l'emploi et de l'emploi des jeunes, mes convictions
moi je dis le même discours depuis 15-20 ans, depuis que je suis rentré fraîchement. Parce que moi j'ai eu la chance de diriger l'ANPEJ, l'ANEJ, l'Agence pour l'emploi des jeunes, en rentrant fraîchement de la France. Donc en venant avec un certain nombre d'idées qui étaient des idées fraîches et neuves. Moi j'ai toujours compris, parce que j'ai passé une partie de ma jeunesse en Europe, mais une autre partie ici, j'ai toujours dit que la jeunesse est un facteur de cohésion, mais un facteur de stabilité. Et que nous devions construire des politiques de prise en charge des préoccupations de nos jeunes. L'État devait accorder beaucoup d'importance aux jeunes. Nous avons construit cela. Vous savez, moi, ce que ça m'inspire, effectivement, le dernier conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes et les 9 décisions qui sont issues de ce conseil présidentiel, pour aller vite et simple, c'est des décisions qui sont très révolutionnaires. C'est des décisions qui font consensus, parce que qui sont consensuelles et qui sont parties, qui sont issues d'une analyse et d'une évaluation exhaustive de ce qui a été fait dans ce pays ces 15-20 dernières années. Et ça a été fait de façon inclusive. Donc, ça n'a pas pour autant réduit le chômage. Ça, c'est de nouvelles décisions. Je parle des 9 décisions issues du Conseil présidentiel. On espère que ça va réduire, les objectifs vont réduire de façon considérable le chômage ces prochaines années. Parce que aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est une sorte de plan Marshall pour l'emploi des jeunes. Parce que vouloir, sur la base d'efforts conséquents sur les ressources budgétaires propres internes, mobiliser à peu près 150 milliards de francs CFA pour créer à peu près 65 000 emplois aidés, ce qui est énorme sur l'année 2021. Recruter pratiquement 10 000 dans les forces de défense, de sécurité et dans le système éducatif, 5 000 enseignants et pratiquement 6 000 chez les policiers et les gendarmes, les forces de défense et de sécurité. Donc ça fait presque 11 000 recrutements, plus les 65 000, plus la convention État-employeur qui est un dispositif d'aide et d'appui où on met 15 milliards, on multiplie donc le fonds par 15, ça fait à peu près 15 000 emplois. Je pense qu'on est aux alentours de 90 000 emplois, objectif à créer sur l'année 2021. Si on arrive à maintenir ce cap, à atteindre les objectifs et à maintenir ce cap sur 2022 et sur 2023, ça contribuera à résoudre considérablement le chômage dans notre pays. Et la balance derrière avec la formation professionnelle. C'est bien qu'on ait autant de ressources injectées dans le secteur de l'emploi, qu'on ait une intensification des actions, qu'on ait une diversification des actions, qu'on fasse en sorte que les politiques et les programmes qui seront déroulés le soient sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que la création des guichets uniques est une excellente chose. Maintenant, il est évident que nous sommes dans un pays où les caractéristiques du marché du travail sont connues. Nous avons une population très jeune. Nous sommes 16 millions, 70% de la population a moins de 35 ans, 50% de la population a moins de 20 ans. Vous vous rendez compte que les besoins du pays et les problèmes du pays sont là. Et ces questions-là méritent une attention toute particulière. Et donc la demande est énorme. Vous avez 200 000 ou 300 000 jeunes, même aujourd'hui on dit 250 000 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Vous avez une économie qui a une capacité de création de 90 000, 100 000 emplois. Donc vous avez un stock de 150 à 200 000 emplois. C'est pour ça que le programme-là est extrêmement important. Parce qu'au-delà de ce que l'économie crée de façon régulière et normale, entre 90 000 et 100 000 emplois, si vous avez un plan Marshall qui est en place, qui crée 100 000 emplois supplémentaires par an, ça vous fait à peu près 200 000 emplois. Vous luttez de façon efficace contre le chômage des jeunes, même si vous n'éradiquez pas totalement le chômage. Donc je pense que ce qui est en train de faire, c'est inédit, c'est important, il faut le saluer, et il faut l'encourager, et il faut le soutenir. Il faut faire en sorte que ça aboutisse. Maintenant,
Les solutions sur l'emploi et l'insertion des jeunes et l'insertion durable, c'est des solutions qui demandent la formation, beaucoup d'investissements aussi dans l'éducation des jeunes. D'abord l'éducation, ensuite dans la formation professionnelle des jeunes. Je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Il faut mobiliser beaucoup de ressources pour former nos jeunes, beaucoup de ressources dans l'apprentissage, l'apprentissage formel, l'apprentissage dans nos systèmes traditionnels, dans les ateliers, pour arriver même à formaliser cet apprentissage-là et avoir des dispositifs d'insertion, c'est-à-dire d'accompagnement des jeunes, post-formation, en fait, parce que c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui aussi, l'une des causes, c'est l'inadéquation entre la formation et le marché du travail. Donc, il est important qu'on ait des dispositifs d'accompagnement pour l'insertion des jeunes et il faut qu'on comprenne aussi que cette séquence-là d'insertion requiert des moyens extrêmement importants. Mais ce qui est important pour notre pays, c'est que le président de la République comprenne qu'il faut des mesures fortes, des mesures hardies et que nous-mêmes mettre en place un dispositif de suivi hebdomadaire qu'il pilote lui-même. Et je pense que c'est extrêmement important. Le fait qu'il y ait que ça soit une préoccupation présidentielle au quotidien et que lui-même suive ce qui se fait dans ce secteur-là par les différents acteurs qu'il a choisis est extrêmement important et porteur d'espoir pour la jeunesse du pays et pour notre pays. Je pense que le message est passé. J'espère, mais j'espère. De développement, action économique, j'espère. Moi, vraiment, je pense que la question des jeunes n'est pas une question politique. Et ça, moi, le message que je lance, c'est pas aux jeunes de ne pas prêter une oreille très attentive aux politiques et aux vendeurs d'illusions. La question d'emploi est une question sérieuse. C'est une question que l'État doit aborder de façon sérieuse en mettant des politiques efficaces et en mettant les moyens qu'il faut. Et il faut que les jeunes aussi sentent que l'État est à leur écoute. Et l'État est, au-delà d'être à leur écoute, et au service de la jeunesse. Voilà, de la jeunesse. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais il faut que les jeunes aussi comprennent que les dispositifs, l'État est en train de faire des efforts, ça c'est une réalité indéniable. L'État est en train aujourd'hui de consentir d'immenses efforts. Quand même ça, nous pouvons en être fiers en tant que Sénégalais. Mais il faut que les jeunes, tous les jeunes, soutiennent ces différentes initiatives, soutiennent la mise en place des 45 guichets uniques pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans les différents départements et que tous les services se mettent dans une dynamique de travailler ensemble, en synergie pour les jeunes. Et je pense que si on fait ça, on aura fait de grands pas. Donc, consensus, synergie des acteurs et que toutes les forces vives soutiennent ce qui est en train de se faire parce que notre jeunesse a besoin d'écouter un message d'espoir. Notre jeunesse, nous n'avons pas le droit de décourager nos jeunes. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont le droit de vivre ici. Et ils doivent avoir espoir. Et ils doivent trouver leur avenir ici et nous devons leur offrir tout ce qu'ils veulent ici. Et je pense que ça aussi, et il faut dire aux jeunes la vérité. Le discours de vérité à l'endroit de la jeunesse, c'est que quand on est jeune, on doit se former. Quand on est jeune, l'éducation, c'est la responsabilité des parents. Et donc, les parents doivent jouer le rôle dans l'éducation. Ensuite, au-delà de l'éducation, la formation, maintenant, une fois qu'on sort de l'adolescence, on doit se former. On doit, même dans la vie active, quand on est dans la vie active, on doit continuer à performer, à se former, à monter en compétences, à renforcer ses capacités, à monter en compétences.
Donc la vie, c'est une formation permanente. Donc ça, c'est une pédagogie qu'on doit avoir à l'endroit de la jeunesse. Dans la vie, pour arriver à quelque chose, il faudra se former. Il y a une part, donc tout le monde est interpellé, la famille, les parents, l'État, nous-mêmes. Et donc nous devons dire cela à notre jeunesse. Quand ils iront en Europe, ils verront que ce n'est pas facile, que les jeunes de ce pays on ne leur fait pas cadeau. La vie ne leur fait pas cadeau, mais ils travaillent dur. Et donc ça, c'est des valeurs que nous devons inculquer à nos jeunes. Et je pense que nous, politiques, et ça, je reprends mon manteau politique, nous avons une grande responsabilité parce que sur l'image que nous renvoyons aux jeunes et aux valeurs que nous renvoyons aux jeunes, c'est extrêmement important. De même que des médias tels que les nôtres seront à vos côtés pour montrer tout ça. Ça, c'est extrêmement important aussi. Je pense que les médias ont un rôle extrêmement important à jouer et je pense que les médias comme les vôtres, les médias sérieux, doivent poser les vraies questions, les vrais débats, les questions d'enjeux, les questions d'avenir. Parce que nous devons constamment, l'avenir se prépare aujourd'hui, maintenant. Nous devons anticiper, regarder, faire de la prospective sur notre pays, les enjeux sur les 10, 15, 20, 25 prochaines années. Ça doit être ça le débat pour anticiper, élaborer des politiques qui permettent véritablement d'offrir dans 10 ans à toute cette jeunesse des écoles, des lycées, des centres de formation professionnelle, des espaces de loisirs et d'avoir un tissu économique qui sera capable de les embaucher. C'est ça les enjeux du pays. Et je pense que nous devons, c'est ce débat-là que nous devons en tenir. Merci Khafor Touré. Notre entretien tire déjà à sa fin. Mais c'est moi, véritablement, je vous remercie Penda. C'est un plaisir toujours de vous rencontrer, d'avoir cet espace d'échange avec vous. J'espère que on n'a pas vu le temps passer, mais j'espère que ce sera le message est passé et ce sera intéressant pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, qui suivent tête à tête. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite avec un prochain invité et un nouveau thème. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes, notamment le site www.labeltelevision.com. Merci.